une table ronde pour commencer. On va se prendre environ 35 minutes. Alors je vais démarrer le petit timer pour être certain d'être totalement dans les clous. On reçoit deux personnalités qui... Alors, on commence honneur aux dames. Nancy Gomez, cofondatrice de Kepri, je ne sais pas si je le prononce bien, Kepri 88. Dans ma tête, c'est Kepri 88, oui. C'est une spécialiste du partenariat, type 2. Elle nous expliquera certainement exactement ce que veut dire. Elle est également auteure d'un livre qui s'appelle Géopolitique et crypto-monnaie. Notre deuxième invité, Gianmarco Moncellato, si je prononce bien. Très bien. Merci beaucoup. CEO de Deloitte France et de l'Afrique francophone. On a du lourd dont on va parler ce soir. Alors déjà, avant d'entrer dans ce sujet, on devait avoir une troisième invitée, Catherine Barba-Caramonti, mais qui n'a pas pu être là pour des raisons personnelles. Donc elle s'excuse auprès de nous. Vraiment. Donc nous pensons l'accompagner, mais elle a promis de revenir. Donc si vous avez l'occasion, revenez au moins pour elle, ça vaudra la peine. Avant de vraiment encore plus entrer dans ce qui nous intéresse, qui est à savoir le futur du travail, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, j'aimerais vous entendre, donc vous deux, un peu que vous nous parliez de vos sociétés. Alors j'ai envie de dire, on ne présente plus Deloitte, mais quand même, j'aimerais avoir l'avis de son CEO en quelques mots. C'est qui Deloitte? C'est qui Deloitte? En quelques mots. Non, Deloitte, c'est Gary Classement, donc c'est le leader mondial du conseil et de l'audit. C'est 400 000 personnes dans le monde, dont 400 000 personnes dans le monde, dont en France 8 000. Je ferai les ordres de grandeur. Donc on est sur tous les secteurs du conseil, depuis la technologie jusqu'au capital humain, la stratégie, les fusions-acquisitions, le juridique et fiscal. Et évidemment, on a toujours une activité d'audit, bien sûr maintenant secondaire par rapport au chiffre d'affaires, mais une activité historique. Et la cohérence dans tout ça, qui peut ressembler à un puzzle vu de loin, la cohérence, c'est les rapports de confiance qu'on a avec notre écosystème et nos clients, qui est fondé sur à la fois notre indépendance et notre expertise pointue des sujets. Donc, la règle chez Deloitte, c'est qu'on ne parle que si on sait de quoi on parle, quel que soit notre métier. Très bon principe. Merci beaucoup, Gianmarco. Et Nancy? Eh bien, merci beaucoup. En fait, moi, je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Kepri 88. Nous ne sommes pas Deloitte. Vous n'êtes pas encore acheté, ça c'est Scoop ce soir? Je suis pas sûre qu'on a acheté. Donc, notre objectif est assez simple, c'est d'accompagner les acteurs qui ont une vision pour la société à la fois technologique, organisationnelle et humaine. Donc, sur ces trois piliers, nous accompagnons des entreprises et nous occupons nous-mêmes des projets qui vont être des projets hybrides. Ici, les sujets qui vous intéressent sont des sujets de technologies décentralisées. Nous accompagnons essentiellement ces technologies, ces entreprises qui portent ces technologies, mais on ne va pas être une entreprise tech, on va vraiment être dans une démarche plus de design thinking, où on va chercher à travailler ces trois piliers pour en créer la meilleure valeur possible. On souhaite accompagner des entreprises ou des projets, ou incuber nous-mêmes des projets, qui portent des innovations d'usage, plus que des innovations qui vont nécessiter beaucoup de recherche et développement. Donc ça peut être aussi bien des métaverses que des projets NFT. Donc ça c'est pour décrire rapidement qui est Kepri. Et ensuite on a ce volet de Service Lab où on va être aussi capable d'auditer les techniques, auditer les aspects financiers et marketing. Et comme ça évolue beaucoup, on le fait dans le cadre d'un lab, le lab service de Kepri 88, qui crée des expériences en permanence, c'est jamais les mêmes. Et donc du coup, on a une manière de travailler qui est très artisanale, mais qui a un réseau dans 20 pays. Donc ça nous donne des capacités de tester au-delà de la France.
Demain, quand vous créerez une sécurité sociale en Afrique, et je n'invente pas d'exemple, c'est pire. Entrer dans le réel, je sais. Mais vous n'allez pas le faire avec des formulaires comme on faisait quand on était enfant entre familles, vous le ferez directement, nativement, là-dessus. Typiquement que ça arrive en Donc la France. protection sociale des pays moins matures que les pays européens, pour prendre cet exemple-là, l'éducation, le paiement se fera par le numérique. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette phrase qui moi effectivement a beaucoup fait. Moins la voiture, moins les transports. Donc une économie d'échelle où on peut se dire, comme ça passe par le numérique, il y a quelque chose qu'on est capable de faire puisqu'on peut faire mieux à une échelle beaucoup plus importante. Du coup, si je prends moins la voiture, si je prends moins l'avion, forcément ça, on arrive sur le thème et le sujet, ça veut dire que forcément ma manière de travailler change. Ça veut dire que j'ai moins besoin d'aller au travail. Du coup, Nancy, je passe de l'un à l'autre. Vision aujourd'hui de à quoi va ressembler demain pour ce qui est du travail. Alors tout d'abord, le mot travail veut dire torture. Oui. Et donc, Étymologiquement, il y a quelque évidemment, chose. le sujet aujourd'hui, c'est l'avenir du travail. Le terme que nous souhaitons défendre et promouvoir, c'est le terme activité. Ou éventuellement le terme mission. Parce qu'effectivement, nos temps sont multiples, mais notre cerveau est toujours là. Qu'on soit une maman en train de s'occuper de son enfant, mais on a un problème technologique ou stratégique à résoudre, il est quand même dans votre cerveau. Bien sûr. Donc l'équilibre qu'on désirait à un moment donné dans les années 90-2000, équilibre personnel, professionnel, ces clivages, ils n'existent pas vraiment. Je pense que c'est plusieurs temps et dans ces temps-là, on a envie de défendre une éthique personnelle, un projet personnel qui s'inscrit dans une entreprise, dans une vision d'entreprise et dans une vision de société. Très clairement, on a créé Képri 88 parce qu'on a une vision de la société. On souhaite que le travail n'existe plus. Wow. On souhaite réellement apporter des solutions qui permettent aux organisations et aux individus de ne pas se sentir esclaves de la structure, mais de créer la structure. Et donc, pour moi, un salarié qui va être dans un spa, au bord de la piscine, Okay. et qui délivre, pour moi, il n'y a pas de problème. Ah, John Marco, je dois avoir votre avis là-dessus. parce que j'ai la tour de loi pas loin de chez moi. Ouais, on n'a pas le spa dans la tour, on a la piscine. Je veux dire, on n'a pas la piscine, mais on l'aura là de l'autre université. Je reviendrai tout à l'heure. Mais non, mais je suis entièrement d'accord. Mais je vais peut-être faire un point de retour en arrière, parce que Bien sûr. le passé aide souvent à comprendre le futur. Je disais que le travail, c'est la torture, c'était la définition des Romains. La société romaine est intéressante à ce titre-là, parce qu'effectivement, les citoyens, donc les gens quand même privilégiés, ne devaient pas travailler, parce que le travail, c'était vulgaire, c'était pour les esclaves. On avait les esclaves qui travaillaient. Les citoyens, eux, ne travaillaient pas, ils faisaient de la politique. Ils s'engageaient dans la politique, ou dans les arts, ou allaient se battre les armées. Il y a une rupture qui est pertinente pour nous aujourd'hui. Cette rupture, c'est bien plus tard, lors de la Renaissance, où des aristocrates italiens décident que la politique, c'est bien gentil, mais qu'en réalité, l'engagement de la société, il passe par l'économie, par une création de valeur pour tous sociétale, où chacun part à peu près du même point. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas beaucoup plus que dans la politique, surtout à l'époque de la Renaissance, qu'une politique féodale. Et c'est ça qu'on a un peu oublié ces 50 dernières années. C'est que le système capitaliste libéral qui est tant décrié est un système qui a été créé pour créer une société désirable avec une plus grande égalité des chances, où chacun peut contribuer à sa mesure à la cité et est défini par rapport à la valeur qu'il crée, non pas par rapport à sa naissance. Et on est en plein dedans aujourd'hui, c'est que, je suis tout à fait d'accord avec toi, on est passé après dans un mode terroriste pour aller travailler. Enfin, moi quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet. Il fallait passer au bureau pour prendre les fax. On rédigeait les réponses. C'était les fax, on avait les fax, on rédigeait les réponses à la main, on envoyait le courrier, il y avait 3 secrétaires,
forcément passer au bureau, sinon on n'avait pas l'information. Pour les plus jeunes, hein, le fax c'est un téléphone qui imprime. Donc, et ça, bon, j'ai vécu le changement radical et extrêmement créateur de valeurs sociales. Moi, j'ai pu amener mes enfants maintenant, quand ils étaient jeunes à l'école, grâce à ça. Voilà, sinon, j'aurais jamais pu le faire. Donc, ça, c'est une grande libération du travail. Sans parler d'aliénation, c'est une grande libération. Et ça a un autre rapport au temps et à l'espace. Un rapport à l'espace, c'est que le bureau n'est plus le lieu exclusif d'échange d'informations et de création de valeur. C'est un lieu, parmi d'autres. Et un lieu qui doit être désirable. Donc demain, je pense, déjà aujourd'hui, il y aura sans doute des expositions d'art, des choses. Il faut que les équipes aient envie d'aller au bureau. Ils sont pas obligés d'y aller. Et donc, il y en aura d'autres. Nous, on est le plus grand, le principal client des hôtels, parce qu'on a fait énormément de séminaires présentiels. C'est pour ça, dans cette logique de lieu, on a pris du retard avec le Covid, mais l'an prochain, on inaugurera à Marne-la-Vallée Deloitte Université Europe, qui est un complexe d'université. Et là, il y a un spa. Il y aura un spa, il y aura une piscine, il y a une salle de sport. Vous êtes vraiment dans les lacs, dans la verdure, sur un magnifique campus. Deloitte embauche en ce moment On embauche toujours. Et ce lieu qui se veut, et c'est sans arrogance, mais qui se veut, parce qu'on a le même aux États-Unis, on a le même en Asie, l'université la plus avancée en Europe et la plus confortable en Europe, on veut être. Et aux États-Unis, on a des listes d'attente pour y aller. Pourquoi on le fait? Pas pour dire à HEC qu'ils sont has-been et qu'on est mieux. C'est pas le but. On le fait pour avoir un lieu désirable d'identité pour nos équipes. Elles vont toutes passer par ce lieu, au niveau européen, on l'a fait avec nos homologues européens, toutes passer par ce lieu au moins une fois par an, où elles seront heureuses d'être là. Elles s'apprendront, on les formera aux soft skills, voilà. Mais elles seront heureuses d'être là, elles feront du sport, elles iront à la piscine, elles iront au spa, et elles créeront des esprits promo, qui créeront ces liens, et après, elles porteront la culture de Watch chez les clients dans l'écosystème. Donc c'est ça la profonde libération du travail. C'est que le travail aujourd'hui, c'est un engagement, vous créez un engagement de création de valeur sociale. Ça peut être dans une ONG, ça peut être dans l'économie sociale et solidaire, ça peut être dans l'économie capitaliste chez nous. Chez nos clients, ça prend des formes différentes, mais c'est toujours une logique d'engagement. Désormais, en tout cas, l'horizon, parce que ce n'est pas encore le cas pour tout le monde, il ne faut pas se mentir, mais en tout cas, quand vous rentrez chez Deloitte, comme de la même façon que quand vous rentrez dans une start-up, vous rentrez pour vous accomplir, vous, en tant qu'individu, via un engagement. C'est pas le cas de toute la société française, il ne faut pas se mentir. Il y aura encore des gens demain qui font des travaux qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils ont besoin du salaire. C'est une réalité et qui va malheureusement perdurer. Mais dans les entreprises, entre guillemets, privilégiées, comme les nôtres, vous rentrez pour vous accomplir. Moi, je suis extrêmement clair sur mes exigences. Je veux des collaboratrices et des collaborateurs qui maîtrisent la communication, l'écriture orale, qui soient curieux et qui ont envie de s'accomplir pour leur travail. En contrepartie de ça, on forme, on crée des leaders qui iront chez nos concurrents, chez nos clients, et on recrute de manière inclusive. Et une fois que vous êtes dedans, c'est une méritocratie, peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, c'est ce que vous faites. Mais il faut aussi être clair sur ce qu'on attend. Donc c'est un engagement bilatéral de l'entreprise et des équipes, et je n'utilise pas les mots volontairement employeur et employé, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, qui est effectivement plus complexe à gérer, qui est très bilatéral, mais qui crée une valeur. Et c'est ça ce futur fort, ce futur du travail, en tout cas pour nous tel qu'on le conçoit, c'est comment, à l'instar d'un capitaine de bateau en cours ou d'un coach d'une équipe sportive, je fais performer une équipe dans un monde compétitif, mais qui non seulement gagne les défis économiques, mais en les gagnant ensemble, s'accomplit en tant qu'individu et se développe en tant qu'individu. C'est ça la formule extrêmement complexe, mais la formule que tous les entreprises cherchent aujourd'hui. Mais C'est aussi ce que je me dis, mais effectivement, il y a Deloitte, il n'y a que Deloitte, même si effectivement vous avez plusieurs aspects exemplaires, et vous, à titre privé, je salue l'homme que vous êtes, puisque vous avez été reconnu par l'ONU comme étant au-delà de l'inclusion dans la promotion des femmes, donc ça a été, vous ne savez peut-être pas, mais c'est à lui-même... Bravo. Voilà. Mais on est dans le même ADN. Dans ce que vous dites, je reconnais notre ADN. Et effectivement, ça pose la question de la place de l'entreprise et des entreprises. C'est à qui appartiennent nos entreprises. Et donc, si notre ADN est le même, je dirais qu'on est dans le même groupe. Même si vous ne nous rachetez pas demain.
Et j'aimerais beaucoup pouvoir aussi intégrer la notion intergénérationnelle dans le futur travail de demain. Donc dans cette activité qu'on souhaite à la fois enthousiasmante, engageante et fulfilling, comme on dit en anglais, c'est qu'aujourd'hui on est passé d'une société que vous n'avez pas connue, où on avait tous ces 1-1-1, c'est-à-dire on avait une école, on apprenait un métier, on avait une femme ou un homme, on avait une entreprise et on mourait. On avait toujours connu une seule expérience, quelles que soient les facettes de votre vie. Ensuite, il y a eu un changement et on a expérimenté, on est devenu un peu des slashers. On fait un peu plusieurs univers, on va faire plusieurs hommes ou femmes les uns après les autres, ou en même temps chacun décidera. Voilà. Et donc c'était quand même assez linéaire. Et là on se retrouve pour la première fois dans une génération où c'est les enfants, les jeunes, qui apprennent à leurs parents comment utiliser les technologies. Avant c'était toujours papa, maman, comment je fais pour telle chose. Là c'est la première fois où y a un effet inverse. Et ce qui est très intéressant dans les équipes tech, et notamment sur les technologies décentralisées que vous travaillez aujourd'hui, c'est que dans un groupe, on peut tout à fait être autour d'une table sur un même projet avec des personnes qui ont 20 ans, d'autres qui en ont 60, et tout est intéressant. On a une technologie qui permet aujourd'hui de libérer nos projets, de les rendre transparents, de les rendre durables, mais avec cette dynamique intergénérationnelle. Et c'est ce qui, moi personnellement, me donne du souffle et de l'envie d'être dans cet écosystème. Je ne sais pas quels sont vos choix, mais moi, je suis heureuse d'être dans Web3. Ça me donne une énergie folle. Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui se passent dans le Web3 qui ont l'air d'aller dans votre sens, à savoir le côté utilisation des outils numériques tels qu'ils existent. Le fait que ce soit intergénérationnel, d'ailleurs, ça se voit déjà ici. Parce que quand on fréquente un peu l'univers Web3, on se rend compte que ça intéresse beaucoup de monde, du plus jeune au beaucoup plus âgé. Je veux dire sur ce qu'a dit Jean-Marco sur... effectivement, il y a plus cette notion d'employé-employeur. Okay. C'est pas aussi linéaire. C'est tes salariés, aujourd'hui, tu les payes, ils font un travail. Mais ça devient tes partenaires. Tes clients sont tes partenaires. Tu co-crées, tu co-construis. Mais vraiment, et c'est pas juste des mots. Ils construisent leur avenir à eux. Donc, ils viennent chercher une valeur chez toi qui va les rendre employables ou peut-être demain entrepreneurs. Et en fait, moi, je veux que tous les salariés qui travaillent avec moi deviennent entrepreneurs indépendants et qu'ils trouvent leur force dans cette société. Et plus ils sont forts, plus moi je suis forte. Plus notre société devient forte, l'écosystème devient fort. Tu vois l'équipe de France en fait. C'est une équipe de foot. Désolé pour l'actu. On est dans une équipe, bien sûr. On défend un drapeau, on défend des valeurs. Et on a une vision. Le Web3 a une vision. C'est ça qui m'intéresse. Et pour répondre à ta question, eh bien, il n'y a pas un seul parcours, il y a plusieurs parcours. On vient de sortir d'une pandémie, on est dans des enjeux internationaux tendus. Ça ne peut pas être une seule réponse. On va être sur des personnes qui travailleront la nuit, parce qu'ils vont être sur des technologies où ils ont besoin de super concentrés et être... Ou qui préfèrent travailler la nuit, parce qu'il y en a qui sont très très productifs la nuit. Oui, en tech, on a beaucoup de gens qui travaillent la nuit et qui finissent à 5h du matin, donc je ne vais pas demander à quelqu'un qui finit à 5h du matin de venir au bureau à 9h, c'est ridicule. Ou qui ont des enfants. Ou qui ont des enfants. En fait, il faut partir sur un descriptif d'objectifs et de résultats, parce que ce n'est pas que des objectifs, on veut des résultats également. Et donc c'est pour ça que je parlais de mission, activité-mission. Et avec un calendrier collectif. Donc chacun dans une équipe, défenseur, attaquant, etc., chacun a son rôle, la définition des rôles. Donc une fois que la définition des rôles est faite, la mission est claire, on sait quel est le résultat à atteindre,
on y va et on crée le tempo. C'est le tempo qui, pour moi, est déterminant dans le travail du futur dans une entreprise qui est dans l'innovation. C'est à quel moment on met le but. Et à Mystère, j'ai une activité extrêmement fournie. C'est ce que je travaillais, moi, ça voudrait dire m'occuper d'administration, de choses très difficiles. Ok, donc c'est ça que j'appelle le travail, ouais. C'est le second, tu vas te fouetter en disant ah tiens. C'est ça, je fais des choses que j'aime pas. La Mais tout le fille reste, d'impôt. j'adore. D'accord. Travailler jusqu'à 2h du matin sur une solution qui va. Voilà, ça. Pour toi, c'est pas du travail. Non, Ah, ok. c'est de la passion. Quelles sont les chances que ça se réalise en vrai? Parce que là, on se parle de quelque chose qui va nécessiter de l'outillage au niveau des RH, une totale manière de penser différente, parce que de dire je me suis consacré à ça pour les 6 premiers mois, j'ai trouvé que ma force était dans tel autre, je suis passé à autre chose. On a un service RH littéralement fou. On dit oui, mais ton plan de carrière, ton machin, ton nuage de points, ton truc machin. Aujourd'hui, de ce que vous visionnez les deux, vous dites ok, ouais, ça je pense que ça viendra. On va pas faire le jeu des pronostics. Et selon vous, est-ce que vous sentez qu'il y a cette appétence et vous dites non mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça se fait. Je sais pas si ma question est claire pour vous. Nancy. Non, je sais pas si j'ai bien compris ta question. Mais je vais faire un parallèle. Vas-y. J'ai connu l'Internet il y a très longtemps. Aussi. Du temps où ça faisait. Voilà. Modèle 56K pour les plus jeunes. Voilà, les modems. Et on a vécu un élan qui déjà était Future of Work, c'était l'Internet. Ça a complètement révolutionné nos vies. Tout à l'heure, Jean-Marco parlait du téléphone mobile, ça aussi, ça a beaucoup changé. Ça paraît une évidence de faire des recherches sur des moteurs de recherche et d'avoir une réponse tout de suite. Envoyer un email. Donc, aujourd'hui, on parle de Web3, mais déjà, à cette époque, on parlait déjà de Web3, sauf que ça n'avait pas la même signification. Je ne vais pas utiliser le mot rêve parce que c'est effectivement pas le rêve, c'est la réflexion sur ce qu'on souhaitait était déjà là. On voulait déjà des outils qui nous permettent de faire de la vente en ligne. On appelait ça le M-commerce à l'époque. Pas le e-commerce et pas donc acheter sur Internet. Le métaverse, ça existait déjà. Second Life. Il y avait Sims, on en avait parlé tout à l'heure. L'AI était déjà là. Ouais. On voulait de la transparence, on voulait de la sérénité, de la sécurité, parce qu'aujourd'hui les entreprises sont attaquées, c'est pour ça qu'on est obligé de développer concrètement des solutions pour se protéger. Mais la sérénité, c'est ce qu'on cherche quand on est dans une entreprise de tech. Voilà. Donc on avait déjà les besoins, ils étaient là. Ils existent encore. Sauf qu'aujourd'hui, on a une technologie qui nous le permet. Donc il faut travailler encore, bien sûr. On a des blockchains, il y en a plusieurs, qui sont tous les jours en train d'être meilleurs. Mais on est en train de toucher une révolution qui répond à nos besoins du passé. Donc oui, bien sûr, on y va. Bien sûr qu'on y est. Maintenant, on prépare demain. Mais parce qu'on l'a déjà réfléchi, ça fait 20 ans qu'on le réfléchit et qu'on en a besoin et envie. J'aurais tendance à répondre deux choses. La première, c'est qu'effectivement, pour répondre à la question, il faut connaître quelles sont les stratégies qu'il y a derrière le pays ou le groupement de pays. Un peu comme les blockchains, quand on connaît leur white paper, on sait où elles vont. Pour les pays, c'est la même chose. Si on regarde les banques centrales, leur choix technologique ou leur choix non technologique d'accepter des cryptos ou pas des cryptos, par exemple, va dépendre de leur positionnement par rapport à l'ensemble du marché international. Donc, pour eux, c'est favorable d'aller dans le sens des technologies décentralisées ou pas. Mais il y a une stratégie, il y a toujours une stratégie. Donc, il y a des grands ensembles. Et ça va, effectivement, il y a la géopolitique géographique, mais il va aussi y avoir une géopolitique des grands ensembles de valeurs. C'est quelles sont les valeurs qu'on défend. Et c'est vrai que la France ou l'Europe a vécu sur des valeurs du passé. Très largement, elle a
vécu au-dessus de ses moyens. Donc aujourd'hui, elle comprend qu'elle doit faire face à la réalité et qu'elle doit aller vers ses partenaires naturels qui partagent des valeurs communes. Ici, on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique francophone. La francophonie est un rêve pour beaucoup, mais si on prend la francophonie à partir de la France, on ne réussit pas la francophonie. Parce que la francophonie, c'est pas au centre des francophones. Elle peut créer une dynamique, mais il faut être à égalité dans le partenariat. Donc ça, c'est un début de réponse, parce que c'est des valeurs communes. Après, une autre réponse qui ne va pas peut-être directement être évidente, mais aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des entreprises, elles appartiennent toujours à un groupement d'entreprises, parce que leurs partenaires, parce que leurs clients. Et donc, quand on fait l'addition de tout ça, on est à peu près à 1300 sociétés dans le monde qui font les grands ensembles. Donc, dans quel ensemble vous êtes? Et c'est ça qui va déterminer si on arrive à faire des partenariats et des équilibres. Donc, si on est conscient de ça, on arrive à faire des équilibres, on sait qui sont nos alliés. Si on ne sait pas ça, on ne sait pas qui sont nos alliés, on fait une mauvaise stratégie et on se plante. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que c'est extrêmement fin. C'est à plusieurs niveaux. Il y a des intérêts économiques, des intérêts culturels, des intérêts même religieux. C'est tellement complexe, mais en même temps c'est passionnant. C'est-à-dire qu'on est en train de réellement se poser la question de l'humanité. C'est quoi l'humanité pour nous? Et la technologie aujourd'hui nous permet de poser les choses d'une manière simple et claire. On a fait telle chose, on l'a enregistré sur la blockchain, c'est une vérité. On le change, ça a modifié, on le voit. Donc les technologies de demain, elles nous permettent d'envisager de nouveaux équilibres. Je vais parler de l'Amazonie, puisque tu parlais du Brésil, un projet sur lequel on est. Je savais que tu viendrais là-dessus. Je le sens venir. Go for Metaverse, do more. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as un peuple qui est géré par un ensemble de chefs, le chef Almir, et qui se trouve face à un impossible, c'est que personne s'occupe de l'Amazonie comme lui il souhaiterait le faire, et on lui dit l'arbre qui était là n'était pas là. Tu t'es trompé. Il dit si, mon arbre il était là, on me l'a coupé. Et donc il découvre les technologies. Il découvre Google Earth. Et il va mapper pour la première fois de sa vie l'ensemble de l'Amazonie. Ce qui existe dans la blockchain, que ce soit par un NFT, un arbre ou un espace, c'est enregistré, c'est un contrat. L'humanité sait que ça existe. Si demain quelqu'un vient le coupe, on avait l'information, et donc il a un levier. Ça lui crée un nouvel outil pour réclamer un équilibrage. Certes, c'est difficile, puisque ça reste un pays où il y a des enjeux économiques très forts pour utiliser des terres qui, peut-être demain, comme tu le disais, on va découvrir du minerai, etc. Et le poumon, on s'en fiche en fait. C'est pas grave, même si c'est le dernier qu'on a sur la Terre. On préférera peut-être l'or. Mais ça, c'est la responsabilité humaine. Et c'est ma responsabilité d'aller vers cet écosystème qui est capable de donner une réponse technologique. C'est clair, vraiment.